Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, des anciens prisonniers politiques engagés pour la liberté et la démocratie au Bénin. Ces derniers viennent de mettre sur pied le CDPO, le collectif des détenus politiques et d'opinion. Objectif, défendre les droits de leurs pairs encore incarcérés et plaider la cause des exilés politiques. Les personnes vivant avec un handicap à l'épreuve des catastrophes naturelles. Celles-ci sont parmi les premières victimes des catastrophes naturelles. Pourquoi cette vulnérabilité et surtout comment la réduire? Des questions qui ont fait l'objet de débats le 13 octobre dernier dans le cadre de la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles au Cameroun. Et puis, dans son dernier ouvrage, l'écrivain tchadien Mahamat Saleh Loukoumi dénonce la perpétuation du communautarisme. Le livre intitulé Le général Mahamat, son héritage et son aliénation est sorti quelques semaines après la clôture du dialogue national inclusif. Mais tout d'abord, le PPACI, le Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, fêtait ses 1 an ce lundi 17 octobre. Fondé après l'acquittement définitif de l'ancien chef d'État par la CPI et son retour au pays en juin 2021, le PPACI se considère aujourd'hui comme un acteur majeur de la scène politique ivoirienne, selon son porte-parole Justin Koné-Katinan. Propos que l'ancien ministre du Budget justifie grâce aux 18 sièges de députés acquis au Parlement l'an dernier, ce qui en fait la troisième force politique du pays après le RHDP au pouvoir et le PDCI d'Henri Konan Bédié. Pour ce premier anniversaire, le parti de Laurent Gbagbo a mis en avant ses actes posés en faveur de la réconciliation nationale, tels que sa participation au dialogue politique et les retrouvailles en juillet 2022 avec ses anciens rivaux Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. À quelques mois des législatives du 8 janvier 2023, un nouveau mouvement a récemment vu le jour au Bénin. Il s'agit du CDPO, le collectif des détenus politiques et d'opinion, constitué d'anciens prisonniers politiques, pour la plupart arrêtés en 2019 dans le cadre des contestations politiques liées aux élections législatives. Le collectif a pour objectif de défendre les droits des prisonniers politiques encore en détention au Bénin. Le CDPO plaide également pour le retour des exilés politiques. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Lev Tiono. Réunis au sein du collectif des détenus politiques et d'opinion CDPO, des ex-détenus politiques plaident la libération des prisonniers politiques encore en détention au Bénin et au retour des exilés politiques. Mis sur pied le 15 octobre 2022, le collectif CDPO se veut être un cadre destiné à restaurer l'honneur des détenus politiques. Interpellés pour la plupart dans le cadre des contestations politiques qui ont commencé depuis les législatives de 2019 au Bénin, ils ont été présentés au procureur spécial de la Criette pour des infractions qu'ils auraient commises puis incarcérés. Après plusieurs mois de détention provisoire, certains ont été libérés suite au dialogue politique de 2019 et d'autres mis en liberté provisoire en 2022 au lendemain des contestations électorales de la présidentielle de 2021. Le 7 juin, jour pour jour, j'ai perdu mon feu mari en étant à la prison civile de Cotonou. Là où j'ai eu 3 enfants avec lui, lui-même en avait une, ça fait 4. J'ai tellement pleuré, j'ai demandé à aller à l'enterrement parce que c'est un musulman, il fallait l'enterrer le lendemain. On ne m'a pas accordé ça. Le chef de l'État n'a qu'à voir tout ça et voir que c'est des vies qui sont en train d'être détruites. Des gens qui se meurent à petit feu à cause de cette situation, des gens qui perdent toute une famille, des gens qui perdent leur boulot, des gens qui peut-être quand ils vont sortir au bout du rouleau n'auront plus rien et ils auront tout à reprendre à zéro. Des ex-détenus dénoncent la violation de leurs droits essentiels en prison. Certains ont perdu leur emploi, des familles ont été disloquées et des vies sociales ont été perturbées. La création du collectif des détenus politiques et d'opinion intervient dans un contexte où la loi portant suspension d'exécution de peine par le chef de l'État a été votée par le Parlement. Cette loi permet désormais à des détenus de bénéficier d'une suspension de peine pour des raisons humanitaires ou sociales. Pourquoi ne pas renforcer les juges dans le cadre? Si on veut décider de suspendre des peines, on peut confier ce travail aux juges. Pourquoi le donner au président de la République? Moi, ça me pose un problème à ce niveau-là, qu'on subjectivise et qu'on politise et qu'on personnifie en fait la question de la liberté des personnes et la question surtout de la détention carcérale des personnes dans notre pays. À noter que le collectif des détenus politiques et d'opinion CDPO
entend s'organiser pour le respect des droits et la libération des prisonniers politiques au Bénin. Par ailleurs, le CEDEPO appelle à la prise de dispositions légales pour faciliter le retour des exilés politiques. En Tunisie, le processus de dépôt des candidatures pour les élections législatives du 17 décembre prochain officiellement démarré ce lundi 17 octobre et se poursuivra jusqu'au 24 octobre. Lors d'une conférence de presse lundi, Farouk Bouasker, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, a révélé que pas moins de 326 000 citoyens avaient déjà déposé des parrainages pour les 1705 candidats qui se présentent aux législatives. Ces candidatures seront examinées par l'ISIE dans un délai qui ne doit pas dépasser le 31 octobre en adéquation avec le calendrier des élections législatives. Le calendrier électoral qui stipule que la campagne électorale démarrera le 25 novembre prochain. Les Tunisiens qui, excédés par la situation économique catastrophique du pays, sont à nouveau descendus dans les rues de la capitale Tunis ce samedi 15 octobre. Énième manifestation qui intervient sur fond de pénurie récurrente de denrées de première nécessité et de controverses pour la question du pouvoir politique. Samedi dernier, les manifestants en colère réclamaient notamment la démission du président Kais Saied. Le point sur la situation avec Samantha Sabiro. Kais Saied out, Kais Saied game over sont quelques-unes des phrases qu'on pouvait lire sur les pancartes des milliers de Tunisiens qui ont manifesté samedi 15 octobre 2022 à Tunis pour dénoncer la politique du président Kais Saied qu'ils accusent d'être responsable de la grave crise économique dans laquelle le pays est plongé. Personne ne sait où va la Tunisie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on observe c'est que le pays va entrer dans une période de turbulence et peut-être cette période de turbulence va se transformer en violence et donc le pays à ce moment-là entrera dans l'inconnu, mais en tout cas le pays n'a pas de solution immédiate. Les caisses sont vides, la situation des Tunisiens est vraiment dégradée et le contexte mondial n'est pas à l'apaisement. Né par le Front de Salut National, une coalition de partis d'opposition, les manifestants ont traversé les rues principales de la capitale tunisienne, appelant au départ du président. Déjà affaiblie par la pandémie du Covid-19, l'économie tunisienne a été également affectée par le conflit russo-ukrainien qui a renchéri les importations de céréales et des hydrocarbures dont elle est dépendante. Donc le président tunisien, on voit qu'il est en difficulté pour pouvoir proposer une alternative, ou en tout cas une perspective pour les Tunisiens et dans ce contexte, la Tunisie elle est dans une situation financière extrêmement tendue. Les discussions avec le FMI sont en voie d'apporter une solution provisoire, en tout cas pour réduire les contraintes actuelles, mais la perspective reste extrêmement dangereuse pour le pays parce que la crise est multiforme et la Tunisie aujourd'hui n'arrive pas à en sortir, à proposer des pistes pour... je pense que c'est un véritable problème de gouvernance qui se pose dans ce pays. La Tunisie qui est étranglée par une dette supérieure à 100% de son PIB et incapable d'emprunter sur les marchés internationaux est en négociation avec le Fonds monétaire international FMI pour un prêt d'environ 2 milliards de dollars. Comment réduire la vulnérabilité des personnes handicapées face au risque de catastrophes naturelles? C'était l'une des problématiques mises en avant lors de la célébration de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles le 13 octobre dernier au Cameroun. Les personnes handicapées font en effet partie des groupes étant plus à risque d'être impactées négativement par les catastrophes naturelles. Au Cameroun, ces personnes représentent 10% de la population. Joël Ballot. Au Cameroun, la vulnérabilité des populations exposées aux catastrophes naturelles est fonction des conditions socio-économiques dans lesquelles elles se trouvent. À l'occasion de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, le 13 octobre 2022, les membres de la société civile sont allés à la rencontre des personnes handicapées afin d'échanger sur le statut de première victime des catastrophes naturelles et sur les stratégies de réduction
de cette vulnérabilité face au risque de catastrophe. Il est question que nous voyons que les différents acteurs, ceux qui interviennent sur le terrain, aient cette approche qui consiste à travailler avec les personnes handicapées, à associer, à inclure les personnes handicapées dans nos différentes actions. Si nous cherchons à faire l'inclusion dans ce que nous faisons, à plus forte raison dans la réduction des risques de catastrophes. Pour accompagner les personnes handicapées dans le processus d'inclusion sociale, en mai 2022, le ministère des Affaires sociales a accordé la dispense d'âge aux invalides lors des recrutements de la fonction publique de l'État du Cameroun. De plus, en collaboration avec le ministère de la Santé, les dites entités se sont engagées en juillet à mutualiser leurs efforts pour viabiliser le Centre national de réhabilitation des handicapés, une nécessité pour l'équilibre social des invalides. Que les chefs de bloc, les chefs traditionnels soient impliqués pour recenser les personnes handicapées, pour qu'on sache qu'à tel niveau, à tel domicile, dans la localité se trouve une personne handicapée. Ça permettra de faire une bonne prévention par rapport à la gestion des catastrophes. Nous devons à notre niveau être proches de notre communauté. Nous devons être ancrés dans la communauté afin que les voisins, l'entourage, la famille nous aident à juguler ces risques et catastrophes. Selon le ministère de la Santé, les personnes handicapées au Cameroun représentent plus de 10% de la population. Aussi, avec l'appui de la Croix-Rouge, l'Association pour la promotion des personnes handicapées invite à l'adoption des mesures d'atténuation et de secours sur lesquelles les personnes handicapées peuvent compter en cas de sinistre. Des catastrophes naturelles de plus en plus amplifiées par le réchauffement climatique. Au Tchad voisin, les initiatives locales dans le domaine agricole se multiplient à travers les zones rurales pour faire face à la crise alimentaire que traverse le pays. Dans la province du Chari-Barguirmi, par exemple, la production des semences améliorée pour aider les agriculteurs à augmenter leur rendement en dépit des effets du changement climatique est mise en avant. Rencontre avec Idja Abdoulaye qui s'est spécialisé dans le domaine. Un portrait signé Mahamad Ramadan. Après plusieurs mois de formation, Idja Abdoulaye, une paysanne du village de Gonoré dans la province de Chari-Barguirmi, s'active dans la production de semences améliorées. Encadrée et soutenue par le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales et familiales, elle est l'une des principales fournisseuses de semences dans la région. Aujourd'hui, Idja Abdoulaye est satisfaite de ses activités agricoles et soutient économiquement sa famille en cette période de soudure. L'année passée, j'ai fait un champ d'1 hectare de semences de la variété de sorgho S35 et j'ai récolté 13 sacs de 80 kg. Après la certification semencière, il m'est resté 11 sacs qui m'ont rapporté 750 000 francs CFA. Une somme qui m'a permis d'envoyer mon enfant étudiant en Djamena, acheter des chèvres pour mon élevage domestique et constituer un petit capital pour mes activités génératrices de revenus. Productrice de semences, Idja Abdoulaye compte partager son expérience avec les autres paysans autour d'elle pour les aider à faire face au changement climatique et à améliorer les rendements agricoles dans la région. Une vision encouragée par le programme de coopération Tchad-FIDA qui appuie les initiatives locales au profit de l'autosuffisance alimentaire et l'épanouissement socio-économique des ménages ruraux. Tous les services que nous apportons, c'est d'abord pour d'autres personnes. Et si ces personnes, à travers leurs constats, à travers leur raisonnement, à travers ce qu'ils nous ont montré et ce qu'ils nous ont dit, sont satisfaites, il y a lieu de dire que nous aussi, nous sommes satisfaits et que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui par les différents projets qui ont été financés par le FIDA et le gouvernement ont été gérés de façon efficace et efficiente. Pour rappel, le Tchad est en état d'urgence alimentaire depuis juin 2022 et les initiatives locales pour lutter contre la malnutrition sont soutenues et ses partenaires au développement. C'est le cas du Fonds international pour le développement agricole qui appuie les initiatives locales en faveur de l'agriculture paysanne. On reste au Tchad qui poursuit sa transition politique, un processus qui suscite espoir mais également des incertitudes. Incertitudes que l'écrivain tchadien Mahamad Saleh Loukoumi a essayé de décrypter dans son dernier ouvrage intitulé « Le général Mahamad, son héritage et son aliénation ». Mahamad Ramadan.
Dans son ouvrage intitulé « Le général Mahamat, son héritage et son aliénation », l'écrivain Mahamat Saleh Loukoumi dénonce la perpétuation du communautarisme dans les domaines politiques et sociaux. Pour lui, l'héritage des anciens chefs d'État qui ont assis leur pouvoir par le régionalisme, le confessionnalisme et la division entre le Nord et le Sud continue de hanter les Tchadiens. Il appelle les actuels dirigeants de la transition à ne pas céder à la tentation de la division. Chacun de nous dans sa chambre a le Nord et le Sud. Est-ce que le malaise est géographique? Est-ce que nous sommes plus puissants que Dieu pour empêcher à certains de vivre? Si Dieu a permis que certains vivent sur un même territoire, il a ses raisons. Acceptons qu'ils vivent. Mais les faits politiques nous ont conduits à avoir ces considérations. Dans cet ouvrage de 98 pages paru aux éditions Salon des Belles Lettres, l'écrivain Mahamat Saleh Loukoumi estime que depuis les indépendances, certains Tchadiens se sont battus toute leur vie pour fortifier le pouvoir des individus et le maintien de leur clan au pouvoir. Pour lui, les dirigeants actuels de la transition doivent s'atteler à avoir les honneurs de Dieu et du peuple plutôt que des griots politiques selon ses propres termes. Les honneurs de Dieu et du peuple sont plus honorifiques et souhaités que les honneurs de bouffons et de griots. Parce que ceux qui ont chanté Hissène Abraham, Chigida, Manina Warak ne sont jamais allés avec lui à Dakar. Ceux qui ont dit à Idriss Déby, il n'y a que toi pour cette république, ne sont pas allés s'enterrer à Amdjaras avec lui. Et ceux qui disent aujourd'hui, Mahamat est l'homme de la situation, je crois que quand il sera l'homme du calvaire et de la déchirure, ils se terreront aussi dans leur coin, comme ils l'ont fait avant. Moralisateur et un politicien averti, l'auteur de Le général Mahamat, son héritage et son aliénation, estime que dans son pays, le Tchad, meurtri par les guerres fracticides, des haines tribales et confessionnelles, il faut s'atteler à rétablir un lien d'espoir et de rêve. C'est le seul lien, pour lui, qui ne se brise jamais. Pour rappel, le Tchad est dans une phase de transition depuis avril 2021, après le décès tragique de l'ancien président Idriss Déby Itno. Cette transition a été prolongée 2 ans à compter du 20 octobre 2022 par une résolution du dialogue national inclusif et souverain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.